En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public qui coûte au total 3,7 milliards d'euros par an. Mais ce n'est pas suffisant. Et parce que ce n'est pas suffisant, le gouvernement envisage d'étendre la redevance à tous, y compris ceux qui n'écoutent pas Radio France, y compris ceux qui n'ont pas de télé. Et à tout cela, il faut ajouter encore le financement par les contribuables de 400 millions d'euros pour la presse classique, pour la presse mainstream, sans compter les aides postales, sans compter les aides fiscales, sans compter les petits arrangements. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. L'année 2018 aura été l'année de toutes les censures. La présidente de France Télévisions continue de discriminer ouvertement les professionnels en raison de leur âge, de leur couleur de peau, de leur origine ou de leur orientation sexuelle. Le service public établit les listes noires des personnalités par centaines qui sont interdites d'antenne. Le dernier exemple en date étant Éric Zemmour, boycotté en raison d'un livre qui est numéro 1 des ventes. Avec notre argent, la presse partisane crache sur tout ce qui ne représente pas le prétendu camp des progressistes. La propagande se déverse, les médias fake news, les médias mensongers nous submergent. Partout, le sectarisme s'impose. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. TVL, ce sont des milliers d'intellectuels et de responsables associatifs et culturels qui s'expriment en toute liberté. Ce sont des dizaines d'émissions, un nouveau site, un fil d'actualité en continu, la création de films documentaires et la bourse aux jeunes talents. TVL, c'est l'assurance d'entendre le camp des défenseurs de l'esprit français et de suivre les élections européennes en France, sans filtre. TV Liberté est un projet audiovisuel ambitieux. Il contourne la censure, il fait reculer les menteurs et il fait avancer la liberté d'expression. Grâce à vous, TVL avance et vous libère des chaînes qui cherchent à emprisonner les Français. Le terrorisme intellectuel recule en Pologne, en Autriche, en Hongrie et aussi en Italie. Les peuples refusent de se soumettre aux diktats, aux injonctions médiatiques comme ce fut le cas au Brésil. Partout, ils redeviennent maîtres chez eux. Demain, en France aussi. Sans publicité, sans subvention, c'est bien sûr sur vous et rien que sur vous que nous comptons pour exister. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui à Varsovie, devant le monument de l'insurrection de 1944, lorsque les Polonais se sont levés contre l'occupation allemande. Il y a 2 semaines, le 11 novembre 2018, c'était le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, mais pour la Pologne, c'était le centenaire du recouvrement de son indépendance nationale. Avec TV Liberté, nous sommes allés à la rencontre des dirigeants de cette nation centre-européenne pour leur donner la parole. À l'occasion du 11 novembre, il y a une grande marche de l'indépendance à Varsovie que beaucoup de médias mainstream caricaturent pour attaquer le gouvernement comme une marche d'extrémistes, comme une marche de néo-nazis, absurde. Quand on connaît l'histoire de la Pologne, comme en témoigne ce monument. Wow.
No przede wszystkim trzeba mówić o stuleciu odzyskania niepodległości, dlatego że państwo polskie ma już około 1000 lat historii. Tą niepodległość utraciliśmy na przełomie XVIII-XIX wieku, choć potem Polacy parokrotnie próbowali ją odzyskać w powstaniach narodowych, to dopiero Wielka Wojna, I wojna światowa stworzyła warunki do tego, żeby tą niepodległość odzyskać. Więc to jest pierwsze, co warto wyjaśniać, że to była odzyskana niepodległość. No a po drugie, rzeczywiście ta niepodległość trwała krótko, ponieważ wybuchła II wojna światowa i Polska naprzód znalazła się pod okupacją niemiecką i sowiecką, później tylko niemiecką, ale potem znowu sowiecką i ta sowiecka okupacja, niewola, dominacja trwała prawie pół wieku. Więc dopiero w 1989 roku znów Polska stała się suwerennym i wolnym państwem. Czyli można powiedzieć, że w świadomości powszechnej Polaków I wojna światowa jest pozytywnym wydarzeniem. Znaczy pozytywnym może nie jest, bo nigdy wojna nie jest pozytywnym wydarzeniem, ale koniunktura międzynarodowa powstała taka, że Polska mogła tę niepodległość odzyskać. Nasi zaborcy, czyli 3 państwa, które się podzieliły Polską, Niemcy, Austria i Rosja, przegrały wojnę. Znaczy Niemcy i Austria przegrały wojnę, a Rosja na chwilę przestała istnieć po rewolucji bolszewickiej. Pogrążyła się w odmęcie rewolucji, więc powstała taka, można powiedzieć, luka. No i spełniło się marzenie pokoleń Polaków, którzy wcześniej usiłowali tę niepodległość odzyskać. Polska wróciła na mapę Europy jako państwo suwerenne. Nie tylko Polska, bo to dotyczyło też innych państw tego regionu. A czy taka niepodległość jest możliwa do utrzymania dzisiaj? Myślę tutaj o Unii Europejskiej i o pewnych naciskach, o pewnych procedurach. No to jest jednak zupełnie inna sytuacja niż sowiecka dominacja. Nie byliśmy państwem suwerennym. Byliśmy przez pierwsze lata, te najcięższe, stalinowskie lata powojenne, państwem w gruncie rzeczy okupowanym. No a potem byliśmy państwem, które miało pewne atrybuty suwerenności, no ale w pewnych kwestiach było całkowicie podporządkowane Sowietom. W kwestii polityki zagranicznej, w kwestii polityki militarnej, obronności, no i wreszcie w kwestii, można powiedzieć, ciężkiego przemysłu, to znaczy tej najważniejszej gałęzi gospodarki, które były uzależnione. No i jeszcze jeden istotny element. W Polsce rządziła partia komunistyczna, a decyzje, kto z tej partii staje na jej czele i równocześnie na czele państwa, to również była decyzja zastrzeżona na Moskwę. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj jakby ta, czasami może pod niektórymi względami ułomna niepodległość jest z woli polskiego narodu i to jest ta główna różnica. No nie mamy poczucia, że jesteśmy krajem, który jest taką półkolonią, jak to było w czasach sowieckich. Polacy w referendum wypowiedzieli się za tym, żeby Polska przystąpiła do Unii i ta gotowość, to przekonanie o tym, że powinniśmy należeć do Unii, trwa. Ogromna większość Polaków, około 80%, opowiada się według sondaży oczywiście, opowiada się za tym, żeby Polska była częścią Unii Europejskiej. I można powiedzieć, bo niektórzy mówią, że jest inaczej, ale że chyba pańska partia, Prawo i Sprawiedliwość, uważa przynależność do Unii Europejskiej i samoistnienie Unii Europejskiej za coś, co jest w żywotnym interesie Polski. Tak jest, tak uważamy i tego się trzymamy w naszej polityce.
est-ce que vous regrettez d'avoir contribué grandement à faire entrer la Pologne dans l'Union européenne? Non, pas du tout. Je pense que la construction européenne telle qu'elle a été inventée par les pères de l'Europe, comme Robert Schuman, comme Alcide De Gasperi, c'était une des meilleures idées que l'Europe a eues depuis un millénaire. Le problème, c'est qu'après le grand-père, le côté libéral gauche de l'Europe, qui, au début, dans les années 50, s'est prononcé contre l'intégration européenne en disant que c'est une invention américaine et bourgeoise. Ils étaient farouchement contre, les communistes, les socialistes, les libéraux de ce temps. Et maintenant, ils ont pris le pouvoir, ils dominent, et ils ont mené l'intégration européenne dans une direction qui n'est pas la bonne. Parce que l'Union entre dans la compétence des pays membres, elle est faible sur les choses qui sont cruciales comme l'immigration. En même temps, est devenue très politique, je parle de la Commission européenne, très politique pour ne pas dire idéologique, et fait naître une guerre froide interne, je dirais, parce qu'aujourd'hui, il y a la chasse aux Hongrois, la chasse aux Polonais, la chasse aux Italiens, et demain, pourquoi pas autres. Il y a des mouvements politiques à l'intérieur des différents pays qui sont sur une liste rouge de Bruxelles. On pourrait parler aussi de la France, on peut aimer ou pas aimer, être d'accord ou pas d'accord, mais il y a une sorte de censure des mouvements et profils politiques au niveau européen. Donc c'est une construction qui a perdu objectivité, neutralité, qui n'est plus un gardien des traités et un arbitre, mais qui est un partisan, qui fait partie de lutte politique. Elle détruit l'Europe telle qu'elle a été conçue par les pères fondateurs. Et alors, que s'est-il passé, puisque finalement, jusqu'à peu, vous étiez dans la plateforme civique qui est donc avec le PPE, donc c'est cette gauche dont vous parlez maintenant, je suppose, la droite libérale qui est proche de la gauche au Parlement européen. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé, je dirais, du côté obscur de la force, c'est-à-dire du côté des populistes? La position du PP aujourd'hui, bon, il y a des gens et des forces politiques au PP avec lesquels je sympathise, comme ceux de Viktor Orban par exemple, mais il y a la partie, disons, l'aile droite du PP qui est telle qu'elle doit être. Mais elle était dominée ou influencée fortement par des gens qui doivent être avec Macron, doivent être chez les libéraux, chez Verhofstadt, et pas chez les chrétiens démocrates. Et ça a commencé aussi au PP au moment, je me souviens très bien parce que j'étais là quand les documents ont été négociés et créés. À un certain moment, on a rayé les mots chrétiens démocrates dans nos documents, dans leurs documents. Donc ce sont eux qui ont changé, pas moi. Pour mettre les choses à bref. Macron, tout récemment en Slovaquie, a déclaré que la Pologne, comme la Hongrie, était gouvernée par des esprits fous qui mentaient à leur peuple. Oui, mais ça, il ne comprend pas. Alors, dans tous les domaines, on voit aujourd'hui ce qui se passe. Les attaques sont invraisemblables. Moi, je m'occupe d'une association de médias. Nous avons fait à Varsovie en juin une conférence avec des gens de 18 pays, notamment des Américains, des gens très très bien, qui sont arrivés en disant « Ah, on va parler des médias, et des médias en Pologne, c'est épouvantable, il n'y a pas de liberté de la presse, comme chacun sait. » Et puis, ils sont arrivés là, et Montreuil a dit « Bon, c'est effectivement, le pouvoir essaie de contrôler plus ou moins les médias publics, la télévision, la radio, c'est peut-être regrettable. Bon, mais enfin, ça a toujours été fait par tous les gouvernements précédents et personne ne s'en est ému. Et de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que les médias publics, par exemple, touchent à peu près 15% de l'audience en Pologne et que
80%, plus de 80% des médias dépendent du capital étranger et font ce qu'ils veulent et attaquent tous les jours très ouvertement. Vraiment. Donc non seulement il y a un pluralisme, mais le pluralisme est anti-gouvernemental la plupart du temps. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas du tout à Paris, par exemple. Le problème judiciaire aussi, on a vu que dans la période précédente, les juges, beaucoup de juges qui malheureusement aussi étaient dans la mouvance précédente, comme je l'ai dit, se montraient tout d'un coup extrêmement faibles à l'égard de gens de la mafia, des mafias qui se sont réunies en Pologne, la mafia italienne avec la mafia russe, etc. Et avec toute cette série de suicides plus ou moins inexpliqués et d'affaires les unes après les autres, de corruption grandissante, etc. Bon, donc c'était une situation qui n'avait rien de commun avec le respect de la dignité de la personne humaine que nous avions. Bon, allez, M. Macron devrait le voir lui aussi. C'est un peu triste, tout simplement, qu'il est certainement mal informé, qu'il ne puisse pas reconnaître que la situation en Pologne est beaucoup plus complexe. Et beaucoup de Polonais, aujourd'hui, considèrent que Jean-Paul II avait parfaitement raison et que l'élan moral, l'élan spirituel dont l'Europe a besoin, il est maintenant dans les pays d'Europe centrale. Et il est maintenant en Pologne notamment. Et comme on le dit souvent, s'il doit y avoir un renouveau de l'Europe, il passera par un renouveau d'abord de l'Europe centrale. Et donc c'est l'inverse. Si M. Macron cherche la dignité de la personne humaine, eh bien, qu'il vienne en Pologne, il la trouvera. Formellement, la Pologne n'est pas inclinée de dire « suivez-nous parce que nous avons seule une recette pour l'Europe ». Mais je pense que l'Europe centrale en tant que telle, le Visegrad, c'est un groupement de pays qui, par le langage de fête, démontre à l'autre Europe, aujourd'hui j'utilise ce terme envers l'Europe occidentale, qu'il y a une autre voie. Et c'est nous, en fait, contrairement à ce qu'on dit souvent dans le cercle libéraux progressiste de l'Europe occidentale, nous tenons beaucoup à préserver et défendre l'Europe. Ses frontières, ses acquis, sa solidarité, contrairement à ceux qui voudraient dissoudre l'Europe du point de vue de l'identité, privée de racines chrétiens, romains, grecs, etc. Oublier l'histoire, oublier nos identités nationales. Sans les nations de l'Europe, il n'y aura pas de l'Union européenne telle que nous voulons. Europa, nie tylko Unia Europejska, ale Europa jako całość nie przetrwa, jeżeli nie będzie oparta na fundamencie chrześcijańskim. Mam na myśli chrześcijaństwo rozumiane nie tylko jako żywa wiara, ale także jako pewne dziedzictwo kulturowe. Czy nam się to podoba, czy nie? My, Europejczycy w sensie kulturowym, jesteśmy chrześcijanami. Myślę, że coraz więcej ludzi w Europie dostrzega to, często niestety w dramatycznych albo nawet tragicznych okolicznościach, w zetknięciu się z tym dużym cywilizacyjnym procesem, jakim jest pojawienie się w Europie fali, a właściwie kolejnych fal imigrantów z kręgów kulturowych, które są bardzo odległe od naszego systemu wartości. Dlatego ja nie patrzę tak pesymistycznie na przyszłość Europy, jak można by wywnioskować z pańskiego pytania. No, Polska rzeczywiście jest takim krajem, w którym dziedzictwo chrześcijańskie jest stosunkowo bardzo żywe, chociaż no, tutaj też możemy sobie wiele wyrzucać. Ale dostrzegam coraz więcej objawów takiego odrodzenia, jeżeli nie w sensie religijnym, to w sensie kulturowym, odrodzenia świadomości tych naszych chrześcijańskich korzeni. Proszę zwrócić uwagę, że we Włoszech, w Bawarii, w Austrii, coraz częściej także w innych krajach pojawiają się takie wypowiedzi znaczących polityków, premierów, ministrów, szefów landu w przypadku Bawarii, że trzeba wrócić do chrześcijańskich korzeni, że
w przestrzeni publicznej powinien pojawić się ponownie krzyż, że Europa jest miejscem, do którego możemy przyjmować osoby spoza Europy, ale pod jednym warunkiem, że one będą wyznawały i respektowały te wartości, które są konstruktywne dla Europy. Rozpad Unii Europejskiej i rozbicie tego wielkiego historycznego procesu, jakim jest integracja europejska, byłby dramatem dla Europy. Nie tylko dla krajów tej wschodniej czy środkowo-wschodniej części Europy, ale dla całej Europy. Natomiast musimy sobie precyzyjnie zdefiniować, gdzie leżą zagrożenia. Moim zdaniem zagrożenia leżą po pierwsze w nadmiernej biurokratyzacji Unii Europejskiej. Po prostu trzeba dać Europejczykom więcej wolności od przepisów, od urzędników, od interwencji z Brukseli, bo inaczej Europejczycy tego ciągłego wtrącania się i tego ograniczania wolności nie zniosą i po prostu odrzucą ten projekt. I druga rzecz, trzeba unikać jak ognia tej utopii europejskiego superpaństwa. Już o tym rozmawialiśmy. Jeżeli dzisiaj coś zagraża procesowi integracji europejskiej, coś albo ktoś, to są ci politycy europejscy, ci intelektualiści, ci urzędnicy unijni, którzy uważają, że można odsunąć na bok państwa narodowe. Jeżeli ktoś będzie próbował niszczyć państwo narodowe, to doprowadzi w krótkim czasie najdalej kilkunastu lat do tego, że coś, co mogło być śmiałym, historycznym, dalekosiężnym projektem, rozpadnie się jak domek z kart. Możliwa jest współpraca, możliwe jest jeszcze patrzenie z optymizmem na ten projekt, jakim jest Unia Europejska i właśnie nad tym celem, jakim jest reforma Unii Europejskiej. Ja jestem konserwatystą. Konserwatyzm opiera się między innymi na realistycznej diagnozie kondycji człowieka. Jako chrześcijanie obydwaj wiemy, czy wierzymy w grzech pierworodny, w to, że natura człowieka jest skażona skłonnością do zła i w tym sensie żaden łatwy optymizm nie jest możliwy w przypadku chrześcijan. Ale realizm chrześcijański zakłada, że trzeba działać tak, jak gdyby pozytywny scenariusz był możliwy. I po prostu nie ma się co zastanawiać, nie ma co ważyć szali, mówić możliwe, niemożliwe. Jako polityk jestem człowiekiem czynu. Działam tak, żeby ten pozytywny scenariusz był bardziej prawdopodobny. Choć patrząc na ostatnie negocjacje, działania, czy też spór o praworządność, można być jednak chyba pesymistą w tym akurat zakresie, bo widać, że tej woli porozumienia jest trochę mniej po stronie naszych partnerów z Unii Europejskiej. Takie odnoszę wrażenie, ale to jest tylko jedna z bitew o przyszłość Europy, o przyszłość Polski, o przyszłą solidarność bądź brak solidarności europejskiej. Myślę, że będą też sytuacje, w których wynik tych negocjacji i ta współpraca wewnątrz Unii Europejskiej będzie zdecydowanie lepsza. Pour terminer, je voudrais vous poser une question sur cette fameuse marche de l'indépendance qui a fait beaucoup de bruit en Europe et au Parlement européen. On a entendu par exemple M. Verhofstadt l'année dernière parler de 60 000 fascistes et néo-nazis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous-même en tant que Polonais et député au Parlement européen qui a eu à entendre toutes ces... Alors, premièrement, c'était scandaleux ce que le leader des libéraux a dit, M. Verhofstadt, que c'était l'année dernière 60 000 de fascistes. Il y avait quelques dizaines de gens qui semblaient avoir de transparents de faire de manifestations de ce sorte. C'était une marche patriotique en masse. Et je pense que c'est la même chose cette année. Moi, je veux participer dans la marche organisée sous le patronage du président de la Pologne. Je pense que c'est un acte patriotique qui va souligner l'importance
de cette indépendance regagnée il y a 100 ans. Et il faut aussi, auprès des Français, dire qu'il y a 100 ans, la France était de notre côté. Et nous en sommes reconnaissants. Et nous voudrions que la France d'aujourd'hui et de demain soit de nouveau de notre côté.